Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour, bienvenue sur Présence TV. Présence TV vous propose sa seconde émission, un mois après son lancement. Nous nous rendons cette fois-ci dans les locaux de la Maison des Jeunes puisque notre groupe citoyen en provient. Et quel groupe? C'est un groupe exclusivement constitué de filles qui est à la réalisation de 2 reportages. Un premier reportage sur la Maison des Jeunes et un second sur sa petite sœur, l'école des devoirs. Tout en programme, je vous propose de passer au sommaire. Откройте форточку. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Au sommaire de cette émission, le second épisode de notre dossier sur la guerre 14-18, un beau moment de partage passé avec Toumi Djadja, l'initiateur de la marche de 83, 2 reportages citoyens sur la Maison des Jeunes ainsi que sur l'école des devoirs et enfin notre portrait disonné Sébastien Carabin. Comme annoncé lors de notre émission précédente, le dossier 14-18 comportait 2 épisodes. Nous vous proposons donc un deuxième et dernier retour sur le vécu d'Isonnet lors de la Première Guerre mondiale. Souvenez-vous, le premier épisode traitait de la logistique et de l'alimentation en temps de guerre. Ici, il s'agira de la stratégie et de la communication. En effet, par où sont arrivés les Allemands et quel type de résistance a pu être exercée, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le 4 août à 8h belge au matin, 9h heure allemande, les troupes allemandes sont entrées en Belgique, mais en plusieurs points. Une colonne est partie de Eupen et a suivi la vallée de la Vesdre. C'est eux qui sont entrés dans Verviers, dans Dizon. C'était la 11e brigade d'infanterie. Alors il y a une partie qui est montée par la montagne de l'Invasion, mais une partie est venue par la rue de Dizon et est montée normalement à Dizon, quoi. Et l'armée belge a demandé que le génie d'abord fasse sauter certains tunnels de chemin de fer, les voies ferrées ainsi que des ponts. Dans notre région, c'est le tunnel de Nasproué qui a été miné, mais quand on l'a fait exploser, ça n'a pas marché. Ils ont eu le cas dans de nombreux endroits. L'explosif de l'armée belge n'était pas très bon. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont amené 12 locomotives. Ils en ont lancé 6 de chaque côté du tunnel pour les faire dérailler et bloquer le tunnel. Donc ça bloquait le passage des trains allemands, quoi. Et une fois Dizon envahi, comment la vie s'est-elle organisée? Qu'a-t-on dit, la guerre terminée? Au peuple verviétois. Ce sont tes fils qui te reviennent aujourd'hui sous les plis du drapeau tricolore. Ils t'apportent avec la victoire la liberté qu'ils ont conquise au prix de leurs efforts et de leur sang, la liberté que tu as méritée, ô mon cher peuple de Verviers, par ta résistance inflexible à l'odieux envahisseur. Ces phrases sont tirées d'un article intitulé Vervivola, adressé à la population verviétoise à la fin de la guerre 14-18. Mais qui pouvait bien écrire ce genre d'article? Vervivola, ça a été créé par l'abbé Ancillon. C'était à l'époque le curé à Saint-Julien qui éditait ça régulièrement, mais pour le soldat belge. Hein. Et là-dedans, il racontait, sur la première page, c'était faire un café ou l'histoire ainsi, il raconte la vie à Verviers. Il y avait donc 2 volets, un destiné aux soldats belges les informant des actualités de la région verviétoise et un autre destiné cette fois-ci aux verviétois les informant des actualités du front. Et dans le deuxième volet, là, c'était des soldats qui demandaient où leurs copains, quoi. Donc c'était des renseignements plutôt militaires. Et sur le fond, pour la petite anecdote, il y avait un type de soldat bien particulier, ce sont les carabiniers cyclistes. Ouais, ils ont fait toute la campagne, ils sont partis du Tour de Liège, ils sont arrivés à la côte, et là, hein. Mais c'est-à-dire qu'ils se couchaient et qu'ils tiraient, hein, ils étaient armés. Hein. Ceci clôture notre deuxième et dernier épisode sur la guerre 14-18. Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter la Fondation Hardy. Comme annoncé lors de notre émission précédente,
Toumi Djadja est l'initiateur de la marche de 83. Il était invité dans le cadre d'un Déo Débat au tremplin à Dizon ce 18 novembre. Présence TV a désiré rencontrer cet homme qui en a inspiré plus d'un. Reconnaissez-vous cet homme? Non? C'est Toumi Djadja, l'initiateur de la marche. Ça ne vous dit toujours rien? Mais si, la marche de 1983 en France. Cette année-là, des jeunes de la cité des Minguettes prenaient la route pour amorcer une action non violente pour l'égalité. Toumi Djadja était invité par le CRVI dans le cadre d'un Déo Débat, rencontre visant à tordre le cou à une série de clichés. Il nous parle de son expérience. Ça a été l'idéal de la marche, un message de concorde, c'est de dire qu'il est essentiel de contribuer pour de la cohésion à faire que même si on est différent, on reste semblable. Et il est important de ne pas cliver, de ne pas diviser. Mais il reste un chemin à parcourir qui reste énorme. Mais pour une raison toute simple, c'est que l'égalité, c'est un chantier permanent. Doit être un chantier permanent. Et il est essentiel de marcher, parce que dans marcher, il y a une symbolique, c'est aller vers l'autre. C'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, quand on arrive à Paris, on a la tête carrément dans les étoiles, les pieds sur le bitume, soit, mais la tête dans les étoiles. C'est pour dire que c'est parti d'un rêve fou, d'une idée insensée. C'est parti aussi dans l'urgence, parce qu'il y avait le feu à la maison, comme on dit. Il a fallu marcher pour dire que la vie est sacrée. Et ce qu'on a gagné tout de suite, mais vraiment dès les premiers jours, c'est on a dépassé nos peurs. Et je crois que c'est ce qui aujourd'hui, d'une certaine façon, un handicap à ces passerelles. C'est aussi la peur de l'autre. Il est essentiel de connaître l'autre dans sa diversité. Alors, le combat reste permanent. Il y a 30 ans, dans ces étapes, on prenait pour habitude d'écouter, vous savez, cette fameuse chanson de Bob Marley, qui dit en substance: lève-toi et marche, regarde où tu viens et envisage l'avenir, car il peut être radieux. Et je crois que c'est ça. Il faut vraiment aussi une dose de compassion. Il faut une dose d'amour pour le pays dans lequel on se trouve. Nous vous parlerons quant à nous lors de notre prochaine émission de la précédente venue de François Gemène et de son point de vue sur l'immigration pourvoyeuse de richesses. Certains élèves de Dizon ne rentrent pas directement chez eux après l'école. En effet, ils passent par l'école des devoirs. Le club des filles de la MJ a été à la rencontre de Joëlle, une bénévole ultra motivée qui nous raconte son expérience. Anita, on peut mettre des réponses ici? Oui, ça va. L'école des devoirs de Neufmoulins accueille les enfants du primaire, tous les jours de la semaine. Pour vous la présenter, nous avons rencontré Joëlle, qui y travaille depuis plus de 10 ans. Nous lui avons posé des questions, comme par exemple, à quoi sert l'école des devoirs? Dire que tu as des enfants en difficulté scolaire, donc ils sont difficiles de faire leurs devoirs seuls. Tu as des enfants aussi que les parents ne parlent pas français. Donc eux ne sauraient pas faire les devoirs avec leurs enfants. Ok Joëlle, donc on a compris. L'école des devoirs, c'est essentiel. Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer? Une enquête du groupe des filles de la Maison des Jeunes. En premier, c'est la relation avec les enfants. De deux, j'adore les enfants. Et c'est surtout l'aide que je peux apporter aux enfants. Et comment tu t'y prends? Oui, et c'est la psychologie, le fait aussi, parce qu'il y a l'école de devoirs, d'accord, on fait les devoirs, mais il y a les à côté que j'appelle ça. Que par le dialogue, par amusement, une bêtise, tu arrives à ce que tu veux. Eh Majdou, qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autre? Majdou est d'ailleurs une ancienne élève de Joëlle. Quelle est ta relation avec Joëlle? C'est devenu un peu comme une amitié. Et toi Majdou, que penses-tu de l'école des devoirs? Je trouve c'est bien les enfants les parents leur parlent, qui parlent une langue étrangère à la maison, qui ne savent pas parler français. Je trouve que c'est bien pour les enfants qu'on leur vienne en aide ici. C'est une grande aide. Ouais, c'est une grande aide. Et même que les enfants, par après, puissent apprendre aux parents. Ah oui, c'est ce qui se passe en général. Parce que bien souvent, ce sont les enfants qui traduisent.
Un petit rappel, pour ceux qui seraient intéressés, l'école des devoirs cherche toujours des bénévoles. N'hésitez donc pas, comme Joël, à leur venir en aide. Notre second reportage citoyen ne nous emmène pas très loin. Et oui, il nous parle de l'AMJ et nous montre l'atelier d'écriture rap, retour en images. Ça, c'est un atelier d'écriture rap et c'est organisé par la Maison de Jeunes. Petite présentation. Le projet de l'AMJ, c'est voilà, nous on essaie de faire des socioculturels. Tranche d'âge, c'est entre 12 et 26 ans. C'est les adolescents avec qui nous travaillons. Ici, cette année, on a un gros groupe parce qu'ils sont intéressés par l'atelier d'écriture. Ouais. On a l'atelier danse, très bien, avec quelques filles. Nous avons du mini-foot aussi, c'est 2 fois par mois. Donc nous allons au cinéma aussi 1 fois par mois. Des fois, on fait dessiner des vins. Voilà la tranche de 16-20, qui est beaucoup plus dynamique et c'est avec eux qu'on fait des projets en général. Les idées doivent venir d'eux. Avrani nous explique brièvement les activités hebdomadaires de l'AMJ. Le lundi, c'est que de l'administratif. Donc on a certains parents qui ont des difficultés à comprendre les factures ou certains documents qu'ils reçoivent, ou bien leurs enfants qui font des CV, ou bien qui doivent téléphoner, ils n'ont pas toujours les moyens ou ils n'ont pas internet à la maison. Donc le lundi, c'est administratif. Mais la maison des jeunes est ouverte de 15 à 19h le mardi, 14-18 le mercredi, mais c'est souvent des activités extérieures. Le jeudi, c'est pour les jeunes 15-19 et le vendredi 15-20. Si toi aussi tu as envie de passer du temps entre jeunes et de proposer des activités, n'hésite pas. Tu es le bienvenu, que tu sois une fille ou un garçon. Bonjour Nabil, on est à l'espace rencontre. Ici, nous on avait envie de savoir en fait c'était quoi la philosophie de la MJ. En fait, la Maison des Jeunes, c'est un lieu d'accueil, de rencontre, de créativité et d'expression pour tous les jeunes de 12 à 26 ans sans discrimination. Alors, le principe fondamental de la Maison des Jeunes, c'est qu'elle repose sur la participation du public. En fait, ce sont les jeunes qui mettent en place les actions et les animations, et tout ça avec l'aide des animateurs. Ok. Running. Wow. On a Non. Est-ce que tu aurais un souvenir particulièrement bon d'une activité que vous auriez fait ici à la Maison des Jeunes? Écoute, on a fait pas mal d'activités, mais la meilleure activité reste la réalisation du court-métrage par les jeunes de la Maison des Jeunes. Donc on a été aussi aidé par 2 réalisateurs, André Montois. Et je garde un assez bon souvenir parce qu'on a été aussi primé pour ce film au Festival Média Animation à Bruxelles. Ok, super, ben merci. Et alors nous, on va passer à notre rubrique portrait de Disonnet. Cette fois-ci, c'est Sébastien Carabin qui est en fait un grand talent en devenir de la scène internationale du VTT et qui nous a chaleureusement reçus durant sa préparation hivernale. C'est un portrait signé Loïc Delcipé. Bonjour, je suis Sébastien Carabin et je suis VTTiste professionnel. Ouais, c'est pas mal, c'est au-dessus de la ville, mais en même temps c'est à la campagne. C'est vrai qu'ici il y a de quoi faire, il y a pas mal de bois, il y a pas mal de dénivelé, aussi bien sur les routes, aussi aller vers Jalais, vers Liège et tout ça, donc il y a pas mal de possibilités d'entraînement. J'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai fait du tennis, du water-polo, et puis j'ai commencé le vélo vers l'âge de 12 ans quand j'ai reçu mon premier VTT à l'âge de ma communion. Et puis je me suis inscrit dans un club de randonneurs. Et puis là j'ai mordu, j'ai commencé petit à petit la compétition. Et depuis l'âge de 13 ans, je fais du vélo, quoi. J'ai commencé par les petites courses à l'âge de 13 ans. Et puis petit à petit, j'ai vite évolué vers le niveau national et puis international à partir de 17 ans, quoi. Et depuis, je voyage partout dans le monde pour faire les courses. Sur la saison, je fais peut-être 10e de course sur la route et 9/10 en VTT. Donc, mais le VTT, c'est une ambiance plus conviviale et c'est différent. Et moi, je préfère et ça me convient mieux. Ici en Belgique, je suis un des seuls professionnels. Donc, il y a quelques Flamands, 2-3 maximum, qui sont professionnels aussi.
mais c'est plutôt sur base de sponsors privés ou alors d'un peu d'aide de l'équivalent de la DEPS. Mais ici, moi, j'ai une aide de la DEPS qui me permet d'être professionnel au niveau VTT. Je suis le seul à Wallonie. Le meilleur, il y en a pas mal, mais c'est ma victoire au Roc d'Azur en junior et en espoir, ou alors mes 3 titres de champion de Belgique en junior et 2 en espoir. C'est peut-être, si je devais retenir, c'est peut-être ma 4e place au championnat d'Europe en 2010, où j'étais 3e et sur une chute, je suis passé 4e, mais là j'ai manqué mon podium au championnat d'Europe sur une chute là, dans le dernier tour. Là ça m'est resté au travers de la gorge un petit temps, mais bon, c'est pas non plus une mauvaise performance, mais c'était une petite déception, quoi. À partir du moment où on prend du plaisir à faire du vélo et à faire du vélo en compétition, c'est déjà un bon point. Il faut avant tout être motivé, aimer ce qu'on fait, et puis après le reste ça suit tout seul. L'émission 2 de Présence TV, c'est fini, mais on vous concocte déjà toute une série de surprises pour le mois prochain. Rendez-vous le 10 janvier pour regarder ça. À bientôt et joyeuses fêtes. On les imaginait que de moi, ça, quand je